Bonjour tout le monde. Alors écoutez, on s'est un peu réparti les choses comme ça. Moi je vais essayer de vous montrer, de vous expliquer, de rendre compte de qu'est-ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui d'être parent, en gros. Voilà. Je vais le faire par rapport à une situation générale sociale que je vais un peu essayer de, j'espère, vous faire comprendre. Et puis ce sera Vérine qui elle parlera plutôt des conséquences cliniques que ça a sur les enfants. Ce que moi j'essaie de vous décrire, mais et aussi que Béryl constate quotidiennement. Bon. Alors, ce qu'il faut, je crois, que vous perceviez, ou que nous percevions tous, parce que c'est vraiment un problème tout à fait fondamental, c'est que nous sommes en train de changer de monde, de changer la façon de voir le monde. C'est comme ça. On peut pas être d'accord, on peut être mécontent, mais c'est une réalité. Le monde change. Et le monde change à un point tel que du coup, il met en fait, entre autres, la fonction parentale, je trouve, en grande difficulté, parce que les parents, qui habituellement pouvaient se compter sur leur connaissance spontanée, sur leur bon sens, pour pouvoir fonctionner, se voient littéralement interpellés, interrogés par ce qu'on leur dit. Alors, je rappelle en passant comme ça que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est obligé de faire des formations à la parentalité. Hein. Si on avait dû faire des formations à la parentalité au Moyen-Âge, je vous assure qu'on se serait demandé de faire quoi. Ça n'existait pas, cette affaire-là. C'est depuis un demi-siècle, un peu moins peut-être, qu'on commence à penser de voir. Mais là, ça va un peu loin aujourd'hui. Il faut vraiment repenser à ce que c'est qu'être parent dans le contexte de l'idéologie nouvelle que nous nous trouvons. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé là? Alors, ce qui a changé, je pense que vous pouvez le comprendre simplement. Je suis très, très restrictif, hein, faut pas, bon. En disant qu'au fond, dans le monde d'hier, on avait la perception qu'on était dans un monde où la verticalité était importante. Il y avait le chef, il y avait le dieu, il y avait le maître, il y avait l'instituteur, il y avait le parent. Enfin, toutes les relations de différence étaient légitimes, on pourrait dire comme ça. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y avait pas des abus, ça c'est autre chose. Mais il y avait une légitimité à être parent par rapport à l'enfant, à l'instituteur par rapport à l'élève, au gouvernant par rapport au gouverné. Le gouvernant avait des choses à dire, il avait fait tout ce qu'il fallait pour arriver à cette place-là, et quand il l'était, il avait des choses à dire qui étaient entendues du coup comme des obligations, nécessités. Enfin, ça ne posait pas question. Mais voilà, avec le temps, on a évolué. Entre autres, il faut bien savoir ça, c'est que avec le temps, je dis on a évolué parce que il y a plusieurs éléments dans l'histoire qu'on peut voir comme étant des moments où on a ébranlé, où on a voulu ébranler la façon dont ce pouvoir vertical était tenu. Soit à juste titre d'ailleurs, parce qu'il était excessif, il était abusif, il était tyrannique, bon. Soit à moindre juste titre, mais ça a quand même pris, et là-dessus par exemple, mai 68, la Révolution française, il y a plein de choses qui sont venues dire, mais attendez, on n'est pas obligé de penser que c'est quelqu'un d'autre qui nous organise, mais c'est nous, c'est nous-mêmes. Et au fond, je crois que jusque-là, tout le monde peut dire que oui, c'est une bonne chose, on va se prendre en charge, etc. Oui, mais le problème, c'est que, du coup, c'est la façon de faire société qui a changé, qui change. Et c'est pour ça que je trouve personnellement intéressant de lire la question de la société d'hier, de celle d'hier, comme étant organisée sur un mode religieux. Entendons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'on adhère à la religion, ça ne veut pas dire qu'on adhère à la croyance que suppose la religion, c'est le mode de structuration sociale, c'est-à-dire la façon dont elle est organisée, avec un chef au-dessus, toujours plus ou moins représentant de Dieu. Il se donnait cette voie-là, cette possibilité-là, il prétendait ça. Il était parfois contesté, voire même déni, mais la place, elle restait. La place restait. Et nous sommes aujourd'hui donc passés. Alors, les trois religions, les trois monothéismes sont là dans le même fonctionnement, sauf peut-être que, comme certains le disent, le modèle de la chrétienté, en rendant Dieu, se faisant homme, il rendait accessible de pouvoir toucher à ça. Bon. Tandis que jusque-là, le Dieu était Dieu, et
on n'a pas de commune mesure avec chacun d'entre nous. Et si tout à coup, on a pu prendre position, c'est pour ça que la Révolution française va dans le même sens, enfin toute une série de choses, mais c'est important de repérer que, au fond, on est en train de changer, de ne plus accepter ce modèle religieux comme organisant la société. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait plus, mais ça veut dire que, dans le fond, il y a un énorme travail qui est fait pour vous faire quitter vos anciens oripeaux, vos anciennes manières de penser, parce que désormais, nous devons être tous à l'horizontale. Nous sommes tous égaux. Nous sommes du même. Nous ne sommes plus à reconnaître la légitimité spontanée de cette place du père, qu'on appelle d'ailleurs le patriarcat maintenant. Il faut absolument lutter contre ça. Et ça n'est pas faux, ça n'est pas une idiotie, parce que il faut bien reconnaître que, par exemple, du temps du patriarcat, les femmes n'avaient pas beaucoup de place. Hein, c'est comme ça. Donc, il y a quelque chose d'une amélioration sociétale qui est visée par là. Et ça, c'est très bien. C'est pas ça. Le problème, c'est que si vous pensez vertical, d'emblée, vous reconnaissez l'autorité. Mais si vous pensez horizontal, vous ne savez plus où il est. Bon, pourquoi c'est vous et pas moi? Pourquoi c'est moi et pas vous? Bon, d'office, ça se pose comme question. Et nous sommes aujourd'hui, alors ce que je vous raconte là, c'est vraiment un petit peu tout à fait simpliste, mais quand même, c'est efficace, c'est opérant. Les gens aujourd'hui ne savent plus, n'osent plus retourner à une autorité admise par tous pour pouvoir fonctionner. Ça vaut à l'école, par exemple. Aujourd'hui, ce n'est pas que l'enseignant n'a plus l'autorité qu'il avait avant, c'est que hier, il y avait l'élève, l'enseignant et l'autorité. Et le prof ou le maître ou l'instituteur, il se revendiquait de l'autorité et du coup ça passait. Mais aujourd'hui, il ne peut plus, parce que ce n'est pas accepté par le modèle horizontal qui est en train de se vouloir fonctionner. Et aujourd'hui, l'élève, lui, ne le fait plus non plus. Alors, vous voyez tout de suite que ça va avoir des conséquences assez... Si simplement vous acceptez ce petit modèle-là que je vous donne, ça va avoir des conséquences extrêmement importantes sur l'éducation. Puisque forcément, on ne va plus exiger les mêmes choses de la part de l'éducation, où les éducateurs ou les parents n'auront plus la légitimité spontanée qu'ils avaient dans le modèle d'hier pour pouvoir fonctionner. Ils se retrouvent donc en position de devoir chercher à être reconnus par les enfants qu'ils doivent diriger. Ça vaut aussi pour les gouvernés. Les gouvernants doivent être reconnus par les gouvernés qu'ils ont, eux, le travail de diriger. Oui, mais attendez, c'est compliqué ça, parce que je dois donner une orientation, l'autre, j'ai besoin de son accord pour donner l'orientation. Mais évidemment, il ne la veut pas, alors comment est-ce qu'on fait? On est un peu dans une... Et ça, au niveau symbolique, c'est extrêmement important, parce que ça finit par dire que le symbolique ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Vous voyez comment tout ça c'est des petites choses, mais ça nous ébranle en profondeur sur la question de l'autorité et précisément de la part des parents, comment vont-ils et d'où viennent-ils aujourd'hui encore tenir leur position d'autorité, puisqu'ils vont être contestés, et ça c'est logique, tous les enfants ont fait ça, tous les adolescents ont été contestataires de leurs parents, ça fait partie de la nuit des temps, cette affaire-là. Mais attention, ils avaient des parents qui avaient l'appui du discours social pour tenir la place. Et donc, du coup, ça amenait des conflits, parfois insolubles, malheureusement, mais la plupart du temps, ça se résolvait, je ne vais pas dire de manière spontanée, mais quand même, ça se résolvait parce que l'adolescent devenait adulte et donc acceptait qu'il y avait des limites avec lesquelles il devait faire, et voilà, et du coup, se mettait en place une capacité qui nous est propre à nous, êtres humains. Nous sommes les seuls animaux qui parlons ensemble pour vivre ensemble. Mais la parole, c'est que nous qui avons ça. Il n'y a pas de parole chez les animaux, aucune. Ça n'existe pas. Eh bien, c'est ce pouvoir symbolique que nous avons de parler, cette langue que nous parlons tous, elle est constitutive. Et donc, de nouveau, là aussi, imaginez un instant, parce que vous savez que le mode actuel, vous le connaissez, c'est plutôt de dire qu'il faut laisser l'enfant s'autodéterminer. Il ne faut pas qu'il y ait de... Bon, mais attendez, s'autodéterminer, dans quelle langue vous avez commencé à parler, vous, hein, c'est où? D'abord, personne n'a autodéterminé sa langue, ça n'existe pas. Donc, tout enfant, ça veut dire en latin, infans, non parlant, hein, c'est ça que ça veut dire. Tout enfant est dans l'obligation
de se soumettre, c'est comme ça, au discours dans lequel vivent ses parents, ou les autres que ses parents, mais peu importe, les premiers qu'il rencontre, et il va devoir accepter cette langue-là, et en même temps, il va devoir cultiver ou travailler petit à petit à soutenir sa propre parole par rapport à la langue, ce qui demande qu'il respecte la syntaxe, qu'il respecte une série de choses. Il y a des contraintes là qui vont être demandées. Mais de nouveau aujourd'hui, voilà le problème des parents. Les parents n'ont plus cette représentation-là. L'autorité, si vous êtes horizontal, vous ne l'avez plus. Vous ne savez plus très bien où ça c'est légitime, d'où est-ce que vous allez la chercher. Et ça ne vise pas que l'autorité, ça vise aussi l'antériorité. Vous savez aujourd'hui par exemple que parfois on a l'impression qu'il n'y a plus de différence générationnelle. Ça n'existe plus. Tout le monde devrait être au même pied. Ça n'est pas vrai. C'est un problème de réel. Moi j'ai l'âge que j'ai et c'est pas la même chose que celui qui vient de naître. Hein. Lui il a une vie devant moi, je l'ai derrière. Hein. Donc c'est très clair, ça a toute une importance qui change tout à fait les choses. Bon. Ben ça, c'est aussi balayé avec le modèle qui se veut horizontal. Et donc aujourd'hui, les jeunes qui ont la logique de revendiquer contre leurs adultes qui les accompagnent se retrouvent aujourd'hui dans une position trop forte, on pourrait dire, par rapport à... Parce que la génération du dessus n'a plus la légitimité de pouvoir vraiment tenir le coup. La génération du dessus, comme vous sans doute tous ici et moi aussi, on se demande, est-ce qu'on a raison d'exiger ça? Est-ce qu'on doit dire non? Est-ce qu'on doit dire oui? Est-ce qu'on doit accepter? Enfin, ça pose plein de questions et il n'y a plus du tout de certitude un peu qui tienne la route, quoi. Heureusement, il y en a encore, mais elle est quand même fort ébranlée. C'est ça qui fait la difficulté d'être parent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut bien se rappeler que dans le monde d'hier, être parent, c'était congruent avec l'organisation du monde, que je dis religieuse parce qu'elle met en place une position d'exception au-dessus de tout le monde qui a son importance. Voilà. Aujourd'hui, être parent, ça demande de réinstaller une division, mais au nom de quoi? Au nom de ce qu'on est d'accord tous ensemble. Mais justement, on n'est pas d'accord tous ensemble. Hein, on n'est pas d'accord tous pour dire la même chose. Alors comment est-ce qu'on va faire? Ben, en principe, ça devrait se débattre, ça devrait discuter, ça devrait échanger. Oui, mais le problème, c'est que ceux qui n'ont pas été formés à devoir échanger en respectant les règles se retrouvent aujourd'hui à pouvoir hurler. Et ils crient plus fort que les autres. Et donc vous avez l'impression aujourd'hui qu'on n'arrive plus à se heurter les uns les autres, comme on voit au Parlement français ou à d'autres endroits, des grands conflits, mais ce n'est plus de la pensée articulée avec une opposition. Non, c'est hurler pour avoir raison. Bon, c'est ça. Et si vous n'acceptez pas ça, ben vous allez être quelqu'un sur qui on va hurler, et le ton va monter. Et on voit ça depuis un demi-siècle, justement, depuis cette bascule qui a eu lieu, je dirais, et on voit aujourd'hui des effets dont Beryl va certainement vous parler mieux que moi là, mais on voit aujourd'hui toute une série d'effets cliniques de ça. Entre autres, l'augmentation de la violence. Comme vous savez, aujourd'hui, quand on n'est pas d'accord, c'est pas avec des mots, c'est avec des couteaux. Bon, toute une série de choses comme ça qui viennent. C'est du réel qui vient là, alors. Du coup, donc il y a une violence réelle qui apparaît parce que nous ne disposons plus et nous n'avons plus fait disposer nos enfants de cette nécessité symbolique qui était hier bien charpentée et qui devait se faire entendre. Alors vous voyez, n'entendez donc pas ce que je dis comme un regret, parce que c'est ce qui s'est passé hier, parce que je le prends moi comme ça, il faut travailler. Au fond, nous sommes dans une drôle de situation. Nous sommes dans la situation d'avoir perdu les moyens dont disposaient les religions pour pouvoir se transmettre. Nous n'avons plus les moyens. Nous n'avons plus ces moyens-là. Et il faut donc qu'on invente quand même des manières de faire, parce que ce modèle-là, il mettait en place des exigences de la vie humaine en tant que telle. Ça n'était pas que croire à la religion, c'était aussi un modèle de vie sociale qui s'imposait, où il faut un qui ne soit pas tout à fait le même que les autres, et tout ça. Et bien ça, aujourd'hui, nous ne l'avons plus, et nous n'avons pas de nouveaux moyens, on doit encore les construire. Donc vous voyez la difficulté dans laquelle nous sommes. Ce qu'il faut transmettre n'a pas changé, c'est la pertinence de ce qu'exige la parole chez l'être humain. Par contre, les moyens que nous avions hier, on ne les a plus.
il ne fonctionne plus de la même façon. Il fonctionne peut-être en privé dans la famille, mais la famille ne peut plus se brancher sur ce qu'elle a comme discours social pour la soutenir dans sa légitimité. Et donc vous avez alors des discours de toutes les sortes. Vous en connaissez aussi bien que moi, des discours où il faut tout faire sauter, toutes les limites, il faut justement cette autodétermination de l'enfant. Alors, ça va loin, hein, cette affaire-là. Je vous lis quelque chose qui a été écrit par quelqu'un dans un article qu'il a rendu compte d'un compte-rendu d'un colloque qui s'est tenu à Limoges l'an passé. Tout parent est un bourreau qui s'ignore. Bon. C'est pourquoi il convient d'imposer, dès la crèche, des stages de bienveillance parentale et de désadultisation. Ceux-ci auront pour objectif d'éveiller les parents et au-delà tous les adultes à la relation toxique qui les a poussés à faire des enfants sans leur demander leur avis. Non mais attendez, il y a un petit problème quand même, de logique là, hein, non? Ça vous semble... Non. Eh bien pour eux, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a même plus cette référence logique à dire que l'enfant ne s'est pas donné son avis, forcément, puisqu'il n'est pas là, il n'est pas encore là, donc ça n'a pas de sens. Mais vous voyez comment ça vient complètement troubler. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans les idéologies ambiantes, dans ce qui circule comme façon d'essayer de faire entendre qu'il faut toujours à mettre l'autodétermination de l'enfant à cette place-là, on en arrive à dire pardonnez-moi le mot, des imbécilités. C'est une imbécilité de dire des choses comme ça. Bon. Eh bien, c'est permis. C'est là que ça a changé. Hier, vous et moi, on disait un propos pareil, on était tous d'accord pour dire imbécilité. Mais aujourd'hui, c'est pas vrai. On va dire, mais non, il y en a qui ont raison de dire ça. Il y en a qui ont raison de dire ça. Donc, l'entourage social qui est toujours très important, et je pense que tout le monde ça le reconnaît, précisément, ça passe par l'école, la société, les choses comme ça, mais l'entourage social, lui-même, ne vient plus faire limite, en quelque sorte. Puisqu'on est dans un monde qui se veut sans limite, justement. On espère en tout cas qu'on va être débarrassé de toutes les exigences de notre humanité. Ce qu'exige le corps, ce qu'exige la réalité. Bon. Alors, c'est assez intéressant parce que l'autodétermination tellement prisée dans l'idéologie actuelle, parce que c'est ça, vous entendez ça, tout à l'heure, vous le disiez encore, autodétermination, c'est la règle, hein, autodétermination. Mais c'est pas faux de penser qu'on devrait s'améliorer du côté de chacun de l'autodétermination. Mais ce qui est faux, c'est de penser qu'elle est donnée spontanément. L'autodétermination, elle va venir chez l'enfant qui a été un enfant, qui a appris à parler, qui a rencontré la difficulté de se situer sexuellement à l'adolescence et qui va finir par trouver une place. Là vous avez une autodétermination, ça c'est juste. Mais c'est un objectif, c'est un aboutissement. C'est pas quelque chose qui est donné au départ, c'est de la foutaise. Ça. Bon. Or aujourd'hui, on est dans une idéologie qui voudrait ça. Et qui s'appuie pour dire ce qui était hier est négatif, c'était nul, non avenu, c'était religieux, on n'en veut plus, etc. Mais on va désormais pouvoir fonder les choses sur l'autodétermination de l'enfant. Oui, mais attendez, ça c'est problématique. Hein, parce que vraiment, la fonction paternelle, comme moi je dis, qui hier était, soit plus ou moins en gros, hein, la mère, elle donnait son accord pour qu'il y ait l'enfant tout de suite, et le père disait oui, mais à condition qu'il prenne un peu il accepte un peu de choses à devoir renoncer pour qu'il puisse trouver une place sociale. C'est un peu ça se répartissait comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. La fonction paternelle, elle est discréditée radicalement. Au nom de quoi? Au nom de ce qu'elle, et c'est vrai, elle s'appuyait sur le patriarcat, et que le patriarcat était mauvais. Bon. Donc, d'accord, mais le patriarcat, la fonction paternelle, c'est pas la même chose. Le patriarcat, c'est une organisation où le père est à cette place différente des autres, comme Dieu tout à l'heure, et qui régit tout, et que c'était comme ça que nos adultes, ceux qui nous ont précédés, ont réglé une série de questions. Je pense que nous sommes dans un moment où on essaie de la régler avec plus de justesse, plus de justice, autrement, mais on fait une confusion entre ce qu'il faut arriver à mettre en place et ce qui serait déjà là d'emblée comme étant ce que l'enfant a comme légitimité. Eh bien voilà, je ne sais pas si ça va, je ne vais pas regarder le temps. Non mais c'est bon, pour moi j'espère vous avoir fait un peu entendre le contexte général
dans lequel des problèmes aussi bêtes, aussi simplistes que d'être papa et maman se posent aujourd'hui. Et que toujours, depuis toujours, les parents ont eu besoin du discours social autour d'eux pour légitimer leur place. Ça avait son importance. Et bien là-dessus, il faut qu'ils renoncent, il faut qu'ils n'aient plus, ils n'ont plus l'appui. Ils ne trouvent plus d'appui dans le social, puisque le social ne se va même pas s'exclaffer de ce que les propos que je vous ai dit là tout à l'heure, demander à faire des enfants sans leur demander leur avis. Enfin, écoutez, c'est fou comme manière de penser les choses. Eh bien, moi, je crois que nous en sommes aujourd'hui à devoir reconnaître que cette bascule a eu lieu dans les années entre 1600 et 1950, pour le dire comme ça, et qu'à un moment donné, la bascule a opéré. Elle tombait de l'autre côté. Aujourd'hui, on est du côté de tout le monde a son mot à dire, tout le monde doit pouvoir s'énoncer, tout le monde est sur le même pied, il n'y a plus de verticalité. Alors, il y a deux solutions, vous voyez, à penser à cette évolution. Soit on dit, il n'y a plus de verticalité, mais attention, c'est un mensonge logique, parce que ça ne veut pas dire vertical sans penser horizontal, ni vice-versa. Les deux existent toujours. Ben donc ceux qui pensent qu'il n'y a plus de verticalité, ils se fourvoient dans l'œil, c'est clair. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la relativité de la différence hier, telle qu'elle était conçue, est moins puissante, n'a plus la même force, et que ça pourrait nous apporter des bonnes choses. Par exemple, ça pourrait apporter que des choses rendues hier, des injustices non visibles, non visibilisées, puissent l'être. Quand vous avez le MeToo là, qui a commencé à fonctionner, eh ben, c'est vrai quand même que les actrices avaient l'habitude de devoir passer par le lit du producteur ou du réalisateur pour pouvoir avoir un rôle, que c'est des choses comme ça. Moi, j'ai commencé ma pratique il y a 55 ans, c'était dans une ville qui s'appelait Namur, et j'ai eu deux cas de droit de cuissage. La madame, pour garder son emploi, devait passer par le lit du député, bon. Et l'autre, c'était un mari qui avait sa femme qui, pour garder son emploi, avait aussi dû passer à ce système-là. Donc ça a existé, et c'est un pas de plus que nous pouvons faire en disant non, ça ne peut plus. C'est un pas de plus à pouvoir faire que les femmes aient un droit de parole et un droit de vote et tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est des évolutions dans le social qui sont importantes, mais malheureusement qui rendent plus difficile de trouver une juste place. C'est ça, parce que quand vous êtes uniquement entre hommes, ça va, il n'y a pas de problème avec les femmes. Mais quand on est un homme avec une femme, c'est plus compliqué. Hein. Il faut trouver des tas d'arrangements, des tas d'organisations, des tas de compromissions, des tas de refus de renoncer, ou de renoncer quand même. Enfin bon. Donc c'est plus complexe aujourd'hui, c'est nettement plus complexe. Et malheureusement, dans cette complexité, on a l'impression que les gens ne tiennent plus leur cap. Et donc du coup se trouvent à proposer des nouveautés tout à fait fantasques, de plus en plus abracadabrantes, à tel point d'ailleurs que du coup, quelqu'un qui est un bon artisan, qui connaît bien son métier, il est aussi, n'est pas plus valable que celui-là que quelqu'un qui a fait ça uniquement pour un peu s'y retrouver et qui n'a pas... C'est ça, la disqualification du savoir, par exemple, est très nette aujourd'hui aussi. Si vous êtes un prix Nobel, vous avez exactement la même place à avoir que celui qui est votre voisin à propos de ce qu'il consomme. Ça n'a pas de sens quand même, ce sont des choses aberrantes. Bon. Et pourtant c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Peut-être pas, vous n'avez peut-être pas de voisins prix Nobel, mais vous avez certainement des voisins que vous connaissez qui ont une connaissance sûre de certaines choses qu'ils pratiquent, qu'ils peuvent dire, et c'est pas la même chose que celui qui s'y intéresse simplement de loin, comme ça. Donc tout ça, ça a des tas de conséquences, cet passage de la verticalité d'hier, acceptée par tout le monde, avec des inégalités flagrantes, entre autres avec les femmes, hommes-femmes, que nous voulons, à juste titre aujourd'hui, trouver une autre voie, mais trouver une autre voie, c'est tout à fait judicieux, à la condition que l'on respecte des éléments de la structure de ce que c'est que parler veut dire, et ça demande d'abord de reconnaître qu'il y a une aliénation de l'enfant au discours des parents, dans un premier temps. Dans un second temps, il va se construire une possibilité de parler lui, et il va devoir se décoller de vous,
D'accord? Et pour ça, figurez-vous que c'est un paradoxe, mais il faut des interdits. Il faut des interdits. Parce qu'il n'y a pas que les interdits, n'ont pas, comme on dit aujourd'hui, que l'élément négatif. Non, non, les interdits, par exemple, si vous interdisez à un enfant de jouer avec des allumettes, ça n'a pas qu'un effet négatif de lui interdire quelque chose. Ça a l'effet positif d'essayer qu'il ne foute pas le feu à la maison. Bon, ni à lui-même en plus. Bon. Donc l'interdit structurant, aujourd'hui, est complètement confondu avec l'interdit d'oppression, voilà, d'oppression. Et bien voilà, c'est ça. Donc, et aujourd'hui, au nom de ce que tout peut être lu comme un interdit à l'égard de votre singularité, parce que c'est ça comme ça qu'on lit, en ce nom-là, on a interdit, tout interdit. Et d'ailleurs, c'était la fameuse formule de mai 68, il faut s'interdire de s'interdire, la grande encore. Il est interdit de s'interdire. Il est interdit d'interdire. Bon. Mais voilà un petit peu le grande vague dans laquelle nous sommes tous pris et dans lequel je crains que les parents aient vraiment beaucoup de difficultés. Parce que du coup, ils ne soutiennent plus vraiment, par être eux-mêmes ébranlés, mais ils ne soutiennent plus vraiment une place à l'égard des adolescents. Et qu'est-ce qui se passe quand l'adolescent rencontre ou a des parents qui sont tellement chancelants, c'est qu'il n'a plus de repère du coup. Il ne sait plus ce qui fait repère pour lui. Or, c'est important pour lui qu'il voit chez vous, y compris d'ailleurs vos bêtises et vos ratages, hein, parce que nous les avons tous, c'est clair, mais enfin qu'il les repère, qu'il les identifie, qu'il peut... Mais ici, il est plutôt laissé à lui-même. Et on a aussi des conséquences cliniques, je crois, des enfants laissés à eux-mêmes. Adolescents, ça fait du grabuge, quoi, ça va dans tous les sens, on ne sait plus très bien comment répondre à ça. Voilà un peu ce que je voulais vous faire, moi, sentir du côté collectif de ce qui était en train d'évoluer, que nous ne changerons pas, auquel il faut trouver de vraies solutions, et pas seulement des idéologies ambiantes telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, et que vous connaissez aussi bien que moi. Je vais m'arrêter là, et je passe la parole à Julie. J'avais envie de rebondir, Jean-Pierre, par rapport à ce que tu as dit sur deux points qui me viennent en tête. C'est sûr que moi, en tant que femme, et en tant que femme plus jeune que toi, je suis très contente aussi de certains aspects de l'évolution de la société qui m'ont permis de faire des études, qui me permettent d'avoir un compte en banque, qui me permettent... Et donc ça, je pense qu'effectivement, personne ne se plaindra du fait qu'on a des évolutions extrêmement positives en termes de libération dans notre société. Par contre, je pense que par rapport à ce que tu disais, et je voudrais cette phrase que tu citais de l'enfant à qui il faudrait demander son avis avant de naître, eh bien ça c'est le prototype de ce qui aujourd'hui nous met en difficulté. En fait, ça n'est pas réel. On ne peut pas demander à un enfant en préconception alors qu'il n'existe pas, ou même quand il est in utero, s'il a envie de venir au monde. Il n'a pas accès à la représentation et au symbole de savoir s'il a envie d'être là. Et donc, aujourd'hui, la question de la libération, elle a été poussée à un tel point, en fait, que même ce qui est de l'ordre du réel, ou de la réalité, en fait, eh bien, est considéré comme étant le fruit d'un savoir-pouvoir issu de l'homme blanc, hétéro, cis, patriarcal, et il faudrait même s'affranchir de ça, en fait. Et moi, ça c'est vraiment la question qui, aujourd'hui, en termes du développement de l'enfant, je pense, est indispensable à soutenir, c'est qu'il y a des points du réel, des points de la réalité dont on ne peut s'affranchir. La gravité. On est tous soumis à la gravité sur Terre. Hein. Vous voudriez vous dire que demain, vous vous levez et vous ne serez pas soumis à la gravité, ça ne va pas marcher, en fait. Hein. De l'eau, si vous voulez que demain, ça soit autre chose que H2O, ça ne va pas marcher non plus, ou alors ce sera plus de l'eau. Voilà. Vous voudriez qu'un embryon pousse dans l'utérus en mettant les os du pied à la place de ceux de la colonne vertébrale, ça ne va pas marcher non plus. Et donc il y a des points fixes qui sont des contraintes de l'ordre du réel dont on ne peut s'affranchir, on peut être très fâché qu'elles soient là. Effectivement, il y a des projets d'aller vivre sur Mars ou d'aller éventuellement vivre sur la Lune, et peut-être qu'un jour ça se réalisera.
ça ne va pas changer pour autant le fait qu'il y a de la gravité sur la Terre. Et donc, il y a cette question-là où, et ça c'est vraiment dans notre clinique actuelle, il y a vraiment ces points fixes qui sont de l'ordre de la réalité et qui sont importants comme parents à pouvoir soutenir dans la question du développement de l'enfant. Et puis, je pense aussi, quand tu parlais de toute horizontalité quelque part, et donc à un moment donné, on se retrouve l'un contre l'autre, en fait, le projet de sortir d'une forme de verticalité qui pouvait être oppressante et contraignante a du sens à partir du moment où, dans l'horizontalité, on est dans le souci de l'autre, et dans le souci du fait qu'il y a quand même une règle qui nous tient tous ensemble. La problématique aujourd'hui, et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler, c'est qu'effectivement, dans le développement psychique des enfants, on rencontre de plus en plus d'enfants et d'adolescents qui ne sont pas du tout rentrés dans l'altérité, et où, en fait, l'inscription de l'autre et de l'altérité dans l'appareil psychique, ça ne vient pas tout seul, en fait. Ça se fait par des étapes successives, et des étapes dans lesquelles l'enfant et l'adolescent sont confrontés aussi à des choses qui font point fixe, en fait. Et c'est pour ça que je vous parlais de cette question du point fixe, du réel, de la réalité, et la question, effectivement, des étapes nécessaires pour pouvoir justement devenir un citoyen responsable, comme tu le disais très bien, qui en arrive à pouvoir aussi s'autodéterminer et poser des choix. C'est pas inné, en fait. Et ça passe par quelque chose, ça passe par l'éducation, ça passe par la transmission. Et ça, effectivement, aujourd'hui, dans notre clinique en pédopsychiatrie, et c'est vraiment au départ de ça qu'on s'est rencontrés, Jean-Pierre et moi je faisais le constat depuis maintenant 15 ans dans ma pratique de pédopsychiatre, que je rencontrais de plus en plus en fait, d'enfants et d'adolescents qui n'avaient pas du tout inscrit la notion de limite et d'arrêt dans leur appareil psychique, qui étaient dans des agitations constantes, des gros troubles du comportement, de la revendication, de l'opposition en permanence, jusqu'au point effectivement d'être parfois dans des passages à l'acte meurtriers, avec effectivement des services sociaux en Belgique avec lesquels je collabore tous les jours, mais qui sont dépassés en fait, qui sont tout à fait dépassés, qui disent mais les situations qu'on a aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui que celles qu'on avait il y a 30 ans. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sont dans de la pathologie psychiatrique, dans un défaut de reconnaissance pour la plupart d'altérité, même de pouvoir même reconnaître en fait une responsabilité, et donc qui sont dans une opposition constante, et donc on doit, les IPPJ sont pleins, les structures d'aide, d'accueil de l'aide à la jeunesse sont pleines, et ça c'est vraiment, c'est sur ces questions-là effectivement, en remarquant l'évolution psychique en tout cas des jeunes, et les symptômes aussi contemporains des enfants et des adolescents, que j'ai commencé à pouvoir théoriquement me mettre au travail en fait pour comprendre à un moment donné l'évolution des tableaux cliniques qu'on pouvait rencontrer, et c'est comme ça que Jean-Pierre et moi nous sommes rencontrés, parce que Jean-Pierre lui théorise depuis de nombreuses années les aspects qui ont amené à ce qu'on voit ceci dans notre consultation aujourd'hui en pédopsychiatrie. Alors, c'est vrai que donc, le collectif CPEAL nous demandait de parler effectivement de l'identité parentale en construction, la question de l'autorité des droits de l'enfant et les défis actuels en lien avec les pressions sociales. Effectivement, mais ça Jean-Pierre en a déjà très très bien parlé, l'évolution sociale, elle a mis l'accent sur l'importance de l'individu, elle a renforcé les droits, les libertés, mais d'un certain côté, ça a aussi réduit l'autorité des institutions qui étaient là pour protéger les individus. Et on observe un effet pervers aujourd'hui à travers le statut de l'enfant qui devient en fait dans la toute horizontalité une personne à part entière, mais sans plus qu'on ne puisse faire la distinction entre enfant et adulte. Et à partir du moment, comment est-ce que l'enfant peut-il encore grandir? Et comme je vous disais, pour pouvoir rentrer dans l'altérité et pour pouvoir vivre en société, il y a des prérequis psychiques. À partir du moment où on confère à l'enfant les droits d'un mini-adulte, comment lui permettre d'arriver à toutes ces étapes qui vont faire qu'il va vivre en société? Et donc l'idée, et ça je voudrais évidemment sortir de tout malentendu, je ne suis pas du tout là en train de dire qu'on ne doit pas entendre la parole des enfants. S'il y a bien une chose qui est importante,
est le fruit positif au même titre que la libération de la femme, c'est bien sûr qu'on a donné de la place à la parole de l'enfant. Il y a un siècle, on opérait parfois encore des bébés pensant sans anesthésie, pensant que le bébé ne ressentait rien. On a quand même compris effectivement que le système nociceptif et la douleur existaient. Et donc il s'est passé évidemment des abus extrêmement graves vis-à-vis d'une absence de reconnaissance de sujet chez l'enfant, mais c'est un sujet en devenir. Et ça, aujourd'hui, on oublie que c'est un sujet en devenir et en construction, en fait. Et donc, ça pousse évidemment les jeunes très tôt dans un monde de consommation, où si on leur confère les droits, effectivement, de mini-adultes, où ils sont très, très, très vite pris et happés dans un système qui pousse en dessous, évidemment. On parlait des écrans tout à l'heure, où à un moment donné, effectivement, ils sont happés dans un système où il y a de moins en moins de limites. Alors, j'aime bien, et quand j'ai préparé cette conférence, en fait, mes enfants, mon fils me regardait hier, il me dit « Ah, mais maman, tu vas où demain ?» Il me dit « Pourquoi tu vas parler des 3 petits cochons ?» Je lui dis « Oui, tu sais, les 3 petits cochons, c'est une histoire qui est extrêmement importante. » Pourquoi, en fait ? Si vous connaissez cette histoire, évidemment, on a beaucoup plus de plaisir à rapidement construire sa petite cabane de paille pour se dire qu'on va pouvoir aller s'amuser, faire la fête après. Sauf que malheureusement, quand on n'a pas une maison en briques et que le grand méchant loup arrive, on ne reste pas en sécurité très longtemps. Eh bien, notre rôle de parents, c'est de permettre à nos enfants de construire une maison en briques. Pourquoi ? Ce sont des digues psychiques. Ça prend du temps, c'est parfois fastidieux, mais ça nous permet effectivement de construire une enveloppe psychique entre ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce qui se passe à l'extérieur, et donc ça permet d'assurer effectivement un filtre quelque part, qui permet à un moment donné de discerner, il se passe ça en moi, ben donc je ne vais peut-être pas réagir tout de suite, je ne vais pas aller tuer mon voisin, je réfléchis, voilà. Il se passe ça à l'extérieur, je ne m'effondre pas non plus, je vais effectivement pouvoir prendre la possibilité de réfléchir. Ça se construit, c'est progressif. Voilà. La grande difficulté, c'est qu'effectivement, quand on a des digues psychiques qui sont poreuses, dès qu'on est soumis aux contraintes de la réalité, qui peuvent parfois être lues et vues et reçues comme l'image d'un méchant loup qui vient souffler, mais on se retrouve sans rien, et donc on s'accroche à ce qui tient. Et s'accrocher à ce qui tient, c'est quoi ? C'est parfois l'extrémisme, en fait. Aujourd'hui, on a une recrudescence d'extrémisme partout sur la planète, et qu'on pourrait, d'une certaine manière, lire aussi comme le fait qu'il y a tellement de repères et de fondations symboliques qui se sont étiolées, et de constructions psychiques qui se sont fragilisées, que les personnes n'ont plus effectivement de quoi pouvoir soutenir l'entrée dans l'altérité, de pouvoir soutenir effectivement le fait que voilà, il y a une différence entre toi et moi, mais je sais faire avec cette différence, et donc on se retrouve finalement à s'agripper à ce qui donne un semblant de sécurité. Alors, comme je vous l'ai dit, mais dans nos situations en pédopsychiatrie, mais on se rend compte que l'intégration de la limite et de l'inhibition dans le développement psychique de l'enfant et de l'adolescent, en fait, est vraiment en défaut. Et donc, on a des tas d'enfants qu'on reçoit à notre consultation pour toute une série de symptômes, troubles du comportement, difficultés d'apprentissage, difficultés avec l'autorité, impossibilité à tenir en place, qui sont le reflet d'une toute-puissance infantile qui ne s'arrête pas et qui perdure, en fait. Et avec des parents, évidemment, des jeunes, des professionnels qui sont tout à fait perdus, disant « mais moi, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où me positionner, je ne sais pas où mettre le point d'arrêt, je ne sais pas ce qu'il faut faire. D'un côté, j'entends des méthodes éducatives qui me disent que je dois tout expliquer, tout négocier. De l'autre, on me dit que je dois le mettre dans sa chambre, mais au final, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et puis, il n'y a rien qui marche, docteur, il n'y a vraiment rien. » Voilà. Ce sont des constats qu'on fait partout. J'ai été invitée au mois de mars dernier à faire l'ouverture du colloque de l'AFA-PMS. Donc, c'est un regroupement des centres PMS francophones de Belgique pour justement parler de ça. Les 3 quarts des diapositives que je vous présente sont celles que j'ai présentées au colloque de l'AFA-PMS. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, tant du côté de la neuropédiatrie que des neuropsies,
des écoles, des PMS, on se rend compte effectivement que c'est de plus en plus difficile de pouvoir tenir un groupe classe, qu'on a des enfants qui sont dans de l'agitation constante, que chacun, même les parents réclament pour chacun un régime particulier, et donc à la fois qu'il y ait des aménagements raisonnables qui soient possibles est une avancée et c'est nécessaire. À la fois, si tout le monde dans la classe a des aménagements, on peut se demander aussi si effectivement ça a encore du sens d'avoir un groupe classe qui tient avec, avec des règles. Et donc derrière effectivement toutes les demandes de prise en charge qu'on a, les gens arrivent souvent avec des questionnements. Est-ce que mon enfant il est TDAH? Est-ce qu'il est HP? Est-ce qu'il est TOP? Est-ce qu'il est trouble explosif? Est-ce qu'il a un trouble disruptif du comportement? Et effectivement, les répercussions de l'intégration de la limite et dans le développement de l'enfant se manifestent par tous ces symptômes, et si bien qu'aujourd'hui, les manuels de psychiatrie ont vu s'étoffer toutes les catégories diagnostiques qui rapportent les troubles du comportement. On a les troubles disruptifs, les troubles positionnels, les troubles des conduites, troubles explosifs, etc., qui sont dans 50% des cas associés à un trouble de l'attention. De nouveau, j'ai envie de dire, je pense que le trouble de l'attention existe réellement. À la fois, il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'attention, mais qui sont le symptôme, donc c'est la pointe de l'iceberg, c'est le symptôme d'un défaut d'ancrage dans les murs de la maison, et qu'effectivement, quand on sent que ce dans quoi on vit, mais en fait c'est de la paille sur les bords, il y a de quoi s'agiter en fait. Et donc on vient chercher aussi la solidité des murs, quelque part, autour de soi. Tout ça, si bien pour dire quand même que la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place aussi des programmes d'aide très efficaces pour pouvoir soutenir la stimulation de l'inhibition et des compétences socio-émotionnelles chez les enfants dans les écoles, notamment le programme INEMO, avec des outils qui sont vraiment très très chouettes. Mais ce qui est évidemment un peu un paradoxe, je trouve, c'est que d'une part, en fait, on a un modèle sociétal qui prône une libération à tout prix, jusqu'à effectivement promouvoir que même le réel, en fait, on pourrait quasi s'en affranchir. Et de l'autre côté, par contre, il faut venir remettre des limites dans les classes, et principalement dans les classes de maternelle, pour travailler l'inhibition et la régulation. Donc ça vient quand même nous dire aussi que cet aspect de réfréner un petit peu sa pulsionalité quand on est petit, c'est nécessaire pour pouvoir tenir dans un groupe classe et vivre en société. Ici, je ne vais rien vous apprendre, vous voyez bien que le burn-out parental, il est en expansion plus. Les pays où c'est rouge, brun, c'est là où il y en a effectivement le plus. C'est principalement aussi dans nos pays, dans l'hémisphère nord, si je puis dire, qu'on a le plus de burn-out parental. Ça n'est pas sans lien, en tout cas, avec finalement le fait que, comme Jean-Pierre le disait très bien, on a une bascule à un moment donné où il n'y a plus rien qui, à un moment donné, vient légitimer l'arrêt ou la question du stop au niveau éducatif. Et comme finalement, pour beaucoup de parents qu'on rencontre, la boussole elle est perdue, finalement, mais où est-ce qu'on met la limite, où est-ce qu'on s'arrête, moi je ne sais pas comment faire, à un moment donné, ça donne l'impression effectivement qu'on est constamment avec des murs de paille oscillants qui épuisent tout le monde et qui entraînent effectivement une nouvelle entité clinique qui est la question du burn-out parental. Alors, je vais vous parler de 3 points. La question évidemment des mutations sociétales, donc Jean-Pierre a parlé, l'importance du cadre structurant pour le développement de l'enfant, et puis vous donner quelques petits outils aussi que je trouve qui sont importants. Jean-Pierre en a parlé très très bien, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais effectivement, à l'époque, on avait une très grande place qui était accordée au collectif, avec une moindre place accordée à la question de l'individu. D'ailleurs, effectivement, Jean-Pierre, tu parlais du modèle religieux. Cet anthropologue, Yuval Noah Harari, donc je vous conseille vraiment la lecture. En plus, le livre est sorti sous forme de BD, c'est vraiment chouette. Non, vous n'aimez pas? Non, voilà. Mais alors, ce que moi j'ai trouvé intéressant, en tout cas par rapport à ce que je développe ici,
c'est le fait que une des hypothèses qui a fait que Homo sapiens aurait supplanté l'homme de Néandertal, c'est effectivement le fait qu'il y avait des entités symboliques sur lesquelles on a commencé à s'appuyer pour fonctionner. En fait, le droit, c'est une entité symbolique sur laquelle on s'appuie pour fonctionner, en fait. Et que c'est probablement grâce à ça que la société a pu s'organiser en groupes de plus en plus grands, justement, de manière en cohésion. Alors, il y a eu évidemment beaucoup d'abus, avec une éducation finalement autoritaire qui régnait en maître, et donc on était dans de l'abus de verticalité. Et donc on était dans un monde qui était soumis aux règles de l'universel par rapport à la question de la singularité. Le devoir l'emportait sur le droit. Et c'est en partie aussi Freud qui, par les découvertes freudiennes et l'arrivée de la psychanalyse, qu'on met en évidence qu'il y avait même des symptômes qui étaient causés par la répression, en tout cas des instincts. Mais Freud avait déjà bien vu. En fait, ce qui nous arrive aujourd'hui était déjà annoncé. Freud donc, nous explique que l'homme devient névrosé parce qu'en fait, il y a trop d'oppression et de renoncement qui est exigé quelque part par la société dans les temps précédents et les temps modernes. Mais par contre, il dit s'il y avait moins de névrose qui était causée par la répression des instincts, il y aurait quand même toutes sortes de problèmes qui seraient liés à la licence des instincts. Donc s'il n'y a pas de limite et qu'on laisse l'instinct aller, la pulsionalité, on aurait beaucoup de problèmes. Et c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. La toute-puissance, la psychopathie et tout ça qui est en explosion. Et donc finalement, au nom de la liberté, on a jeté en fait des balises sociétales qui permettaient justement de devenir un homme libre. Parce que pour être libre, il faut avoir acquis dans son psychisme la notion d'arrêt, de non, de stop. Sinon, on n'est pas libre, en fait, on est prisonnier de ces pulsions qui ne trouvent jamais de satisfaction. Et ça, je pense que c'est vraiment là le nœud de la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui. C'est que vraiment, la liberté, c'est d'avoir intégré le fait qu'on n'est pas Sa Majesté, le bébé ou moi je tout-puissant, mais je suis un parmi d'autres. Et donc, en fait, il y a quelque chose aussi de ma pulsionalité ou de mon envie qui va devoir un peu se mettre en sourdine pour pouvoir rentrer finalement dans le collectif et dans le bien commun. Et donc, on a changé de modèle, évidemment. Maintenant, il y a une suprématie, effectivement, du droit, de la subjectivité, une place énorme qui est accordée à l'individu, beaucoup moins au collectif. Et donc, de manière tout à fait louable, Jean-Pierre le disait, on a voulu se libérer des limites oppressantes, mais en fait, c'est comme si le bébé avait été jeté avec l'eau du bain, et on en a oublié en fait qu'il y avait aussi des limites structurantes qui étaient essentielles. Si bien qu'aujourd'hui, dans l'appareil psychique, souvent des individus en construction, en fait, c'est comme s'il y avait une disparition de la dimension de l'universel et du collectif, en fait. Et ça, évidemment, c'est ça qui est très grave. Et c'est ça qui nous met aujourd'hui en difficulté. Et qui fait qu'on a l'impression qu'on se retrouve un petit peu ghetto contre ghetto. En fait, parfois, laissez-moi vivre comme je veux, moi je te laisse vivre comme je veux, mais du moment que tu ne remets pas en question ce qui se passe pour moi. Oui, mais à un moment donné, si on est tous ensemble sur Terre, on doit pouvoir faire quelque chose de la parole de l'autre. Il n'y a pas que sa parole à soi qui doit tourner autour de soi, en fait. On n'est pas aidé, évidemment, par l'évolution technologique, même si, de nouveau, attention, je ne suis pas en train de dire que certains aspects de l'évolution technologique ne sont pas bien, mais si l'évolution technologique ne permet pas de soutenir certains points fixes qui sont notre limite, en fait, et sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer, alors à ce moment-là, on est en train de donner de l'eau au moulin pour empêcher les individus, finalement, de rentrer dans une forme de renoncement pour accéder à l'intégration de la notion du collectif et rentrer dans l'altérité. Donc finalement, notre société a permis de très belles avancées, avec la question aussi qu'à un moment donné, est-ce qu'on ne pousse pas le bouchon un peu trop loin, et est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une société où on est passé de l'abus de pouvoir à aujourd'hui peut-être l'abus de droit. Voilà, j'amène la question. Or, comme Jean-Pierre le disait très très bien aussi, on confond limites oppressantes et structurantes, mais l'interdit du meurtre et de l'inceste, ils ne sont pas là pour nous contraindre, mais ils sont là pour nous constituer.
dans la mesure où il signifie l'existence de tiers, donc d'une entité symbolique qui est extérieure à nous, sur laquelle s'appuyer, pour justement nous permettre de vivre ensemble, en fait. On ne peut pas vivre sans tiers, en fait, ça n'est pas possible. Sauf que, effectivement, ce même anthropologue a écrit un autre livre qui s'appelle Homo Deus, décrivant très bien cette évolution. C'est comme si, aujourd'hui, on était dans cette espèce de fantasme de toute puissance, qu'on allait pouvoir se passer de ces références au tiers et se passer de ces références quelque part au réel. Et là, je dis non, en fait. On ne peut pas faire sans. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les dégâts psychiques chez les enfants, à partir du moment où ils grandissent dans l'illusion qu'on pourrait faire sans. Aujourd'hui, donc, on a des modèles éducatifs qui vont pousser à l'extrême en disant, effectivement, comme tu l'as montré, qu'on devrait quasi demander l'avis à l'enfant avant qu'il arrive. Voilà, techniquement parlant, si vous arrivez à le faire, celui qui arrive à le faire, franchement, c'est prix Nobel de l'invention, parce que c'est pas possible, c'est pas réel. D'autre part, aussi, il y a des choses dont on ne peut s'affranchir, en fait. Ça ne sera pas possible. Et je pense qu'on est beaucoup plus heureux en reconnaissant le fait qu'on ne peut pas s'affranchir de certaines choses, plutôt que de vouloir essayer tout le temps de lutter contre tout et d'essayer de dépasser en permanence des choses comme la question de la gravité. Alors, c'est effectivement, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais pourquoi c'est vraiment l'après-Deuxième Guerre mondiale a amené des mouvements philosophiques très intéressants dans une certaine mesure, qu'on appelle la pensée postmoderne. Mais de nouveau, la pensée postmoderne a cherché à vouloir redonner beaucoup plus de place à l'individu, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on en arrive à des extrêmes comme si c'était l'individu qui par le discours allait construire le réel. Donc en fait le réel n'existe pas, c'est parce que je le dis qu'il existe. Et là ça devient évidemment dingue alors, parce que finalement ma réalité alors ne peut ne pas être la vôtre. Donc moi je suis soumise à la gravité, mais vous n'y êtes pas parce que vous avez dit que vous n'êtes pas soumise à la gravité. Ça entraîne deux grands malentendus dans le développement des enfants. Le problème, c'est qu'on confond les limites oppressantes et structurantes. Comme je vous le disais, bien sûr, c'est très important de se libérer d'oppression, mais se sentir limité par des murs qui tiennent et des fondations qui tiennent, c'est pas de l'oppression, c'est justement un don d'amour qu'on fait à ces enfants. Ça amène aussi un autre malentendu par rapport à l'éducation des enfants, c'est qu'on confond dissymétrie et discrimination. Le lien parent-enfant, c'est un lien qui est tout à fait dissymétrique, mais c'est une dissymétrie qui est structurante. Vous transmettez quelque chose, on transmet aussi des points fixes. Un ado, s'il n'a rien pour s'opposer, il s'oppose à quoi dans le vide ? Il va se mettre sur ses réseaux et il va déprimer dans sa chambre à fumer du hache, quoi. Alors que s'il a quelque chose contre lequel s'opposer, en fait, il peut s'opposer, mais au moins il a un point fixe, vous lui transmettez quelque chose, vous lui donnez du matériel pour s'opposer. Et alors, à l'image d'un bateau qui est accroché à un piquet, il va pouvoir rayonner autour en s'opposant. Donc soyez convaincus aussi de ce que vous voulez transmettre à vos enfants, en fait. C'est important. Et ça n'est pas de la discrimination que d'être dans un lien dissymétrique. Voilà. Justement, c'est très structurant. Mais le problème, c'est qu'avec cette bascule idéologique, on confond dissymétrie et discrimination. Et puis on confond autoritarisme et autorité. La grande difficulté, c'est que parfois quand on parle d'autorité, les gens nous disent « Oui, mais bon, moi j'avais un instituteur ou un grand-père, vous savez, machin, on nous entendait pas du tout, on nous reconnaissait pas, moi jamais ma parole n'a été entendue. » Ouais, mais c'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est quoi ? Celui qui fait autorité, il est soumis à la loi. Il sait que c'est pas lui qui fait autorité. L'autoritariste, lui, c'est lui qui est la loi. Ça, c'est l'autoritariste, c'est ce qu'on appelle parfois le parent télécommande, c'est « je veux que tu sois comme ça, et si t'es pas comme ça, en fait, ça n'ira pas ». Il n'y a pas de place pour être sujet, en fait. Il faudrait que l'enfant devienne juste le pur produit du parent. Non, l'autorité, c'est transmettre des règles pour pouvoir vivre en société, pour que l'enfant puisse les appliquer. Ça passe par l'éducation, parce que c'est pas inné, ça s'acquiert progressivement. Et ça permet justement, parce qu'on tient les bords de la maison des trois petits cochons, que l'enfant puisse, lui, trouver sa voie à l'intérieur, et puis par la suite, si je puis dire, à l'extérieur, mais ça permet justement à la subjectivité d'émerger, en fait.
Et donc, comme je vous le disais, mais oui, on a des dérives contemporaines qui sont effectivement les méthodes qui prônent l'éducation sans rien imposer aux enfants, sans conséquences, sans sanctions, où finalement le résultat sur les enfants et les adolescents est malheureusement toujours catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça présente une approche, c'est une approche qui leur présente un monde qui n'existe pas, en fait. Un monde où rien n'est imposé, mais ça n'existe pas. Vous prenez votre voiture, vous avez le code de la route, vous devez le suivre. Vous allez au boulot, mais vous avez des règles de fonctionnement. Donc, en fait, un monde sans règles, c'est un leurre. Alors, c'est un leurre chez les bisounours, voilà. Mais en fait, la réalité de la vie, c'est les points fixes, c'est qu'en fait, on n'est pas chez les bisounours. Alors, je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus, mais effectivement, Jean-Pierre en a parlé, c'est la question de l'autodétermination. On en arrive au fait que, à force d'avoir rejeté finalement toute antériorité, toute autorité, en fait, l'enfant aujourd'hui n'est plus considéré quasi comme un mammifère. Ça devrait être un ovipare. On le regarde sortir de sa coquille, il faudrait le regarder, surtout, rien trop lui transmettre, pas l'oppresser, parce que sinon, effectivement, tout ce qu'on lui transmettrait, ce serait de l'oppression. Et malheureusement, on a des mouvements éducatifs qui vont dans ce sens-là, en fait, et qui viennent dire que l'enfant devrait se libérer de l'oppression d'avoir des parents. Dingue, hein, voilà. Mais bon, c'est malheureusement ce qu'on observe. Alors j'ai envie de passer par un tout petit point qui est celui du développement de l'enfant, pour vous montrer toute l'importance en fait d'un cadre structurant pour le développement de l'enfant. Vous savez qu'entre 0 et 1 an, un enfant il est en fusion. Il ne sait d'ailleurs pas que c'est un être à part entière. Il est en fusion avec sa figure d'attachement. Et justement, c'est grâce au fait qu'il va vivre dans la sensorialité, dans des échanges réciproques, langagiers, sensoriels, qu'il va petit à petit pouvoir se faire une représentation du fait que c'est un être à part entière, différent de ses figures d'attachement. Et donc c'est grâce à cette dissymétrie essentielle dans le lien d'attachement que l'enfant va faire la distinction entre ce qui est intérieur et extérieur à lui, qui va mettre du sens sur ce qui l'entoure, et comme le disait très bien Jean-Pierre tout à l'heure, qui va rentrer dans le symbolique et dans le langage en fait. Et donc, heureusement qu'on a un lien dissymétrique qui va lui permettre petit à petit de s'humaniser. Voilà. Et on n'est pas dans l'oppression, c'est un don d'amour. Et donc, c'est une aliénation primordiale qui est nécessaire. Voilà. On sait ô combien on a des dégâts sur des enfants quand ils ne bénéficient pas de ce temps d'attachement primaire. Mais par contre, ce qui est pathologique, c'est d'y rester. Et donc, l'enfant, il est au départ indistinct de sa figure d'attachement, petit à petit, effectivement, va s'installer un manque, un tiers, un espace de vide bordé, qui va laisser la place à l'inscription d'un autre, qui est effectivement une fonction tierce, que Jean-Pierre disait tout à l'heure, la fonction paternelle, qui va permettre l'inscription de la loi, des règles, du collectif, en fait. S'il n'y a pas effectivement cet espace de vide bordé, et qu'on a effectivement un enfant dans le système avec la maman ou avec sa fille, son référent d'attachement, qui reste englué quelque part sans pouvoir se séparer, on n'a pas ce qu'il faut pour l'introduction du tiers. Encore faut-il effectivement qu'on puisse différencier les places. Et ça, c'est d'autant plus difficile dans une société où aujourd'hui, on attend plus du père qu'il redouble le rôle de la mère que d'avoir une place différenciée, en fait. Alors l'enfant va devoir se débrouiller par la suite avec sa pulsionalité, rentrer dans le social, ça veut dire passer de Sa Majesté le bébé à je suis un parmi d'autres. Et ça, c'est aujourd'hui très compliqué, en fait, dans notre société. Pourquoi ? Parce que on est biberonné au fait qu'on doit être de bons parents, on est pris par la tyrannie de la bienveillance, où on n'est plus aujourd'hui légitimé dans le fait que, en fait, c'est normal qu'au bout d'un moment, quand notre enfant va faire l'expérience du manque, il va aussi décharger sur ses figures d'attachement de la haine, en fait. Pas content, hein, un petit enfant qui effectivement a une plaquette de chocolat, puis vous lui dites non, en fait tu pourras avoir juste un carré de chocolat, mais pas toute la plaquette. En fait, il va être pas content, il va faire une crise, et donc on doit pouvoir supporter ça, se dire que ça fait partie des étapes de développement.
Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et donc l'enfant va passer, et ça c'est la période charnière, par ce qu'on appelle la période fatidique des deuxièmes 18 mois de la vie. Il prend conscience que l'autre primordial, sa figure d'attachement, n'est plus tout et ne peut plus tout pour lui. Et donc on le voit très bien avec des enfants de 18 mois, 2 ans, qui vont d'une part vouloir constamment revenir chercher ce lien de sécurité, d'attachement, et puis de l'autre côté, parfois décharger de la haine, de l'agressivité, taper, mordre, parfois cracher, parce qu'effectivement, ils font des expériences de frustration et des expériences de vide et de manque, mais qui sont la réciproque du système d'attachement, en fait. Et puis l'enfant a aussi ses nouveaux petits moyens, marcher à 4 pattes. On a un super chouette exemple dans le fond de la salle d'un petit loulou qui marche, qui explore, et le fait de pouvoir s'alimenter. Et donc tout ça, c'est une grande jouissance pour l'enfant, mais la frustration aussi que petit à petit, en fait, tous ces nouveaux petits moyens vont être cadrés. Et donc on a des enfants qui vont, de manière tout à fait juste, osciller ici entre le blanc et le noir. C'est des comportements parfois de j'ai besoin de beaucoup d'affection, puis à d'autres moments c'est je te rejette, je crie, et ainsi de suite dès que je suis frustrée. On passe du blanc au noir. C'est normal en fait, c'est tout à fait normal. Et on l'observe à la crèche, des enfants qui vont aller taper le voisin à côté parce qu'ils ne sont pas contents. En fait, on apprend que oui, c'est normal, la frustration est normale, mais par contre elle ne peut pas s'exprimer de toutes les manières. Et l'idée, c'est d'arriver à ce que cette pulsionalité puisse devenir acceptable en société. L'enfant va devoir faire avec le manque, la pulsionalité doit s'articuler au collectif, la vie c'est ni tout blanc ni tout noir, c'est un curseur de gris. Sauf que chez les enfants qui restent coincés dans cette période développementale, et ça, c'est ce pléthore qu'on observe aujourd'hui dans les écoles et en pédopsychiatrie dans les demandes de consultation, eh bien, ce sont des enfants qui ont une pulsionalité effectivement débridée, qui sont caractériels, qui ne savent pas renoncer. Quand ils sont soumis à une frustration, ça explose complètement. Ils sont dans des associations du tout ou rien. Ce sont régulièrement des enfants aussi qui, quand ils sont dans des difficultés relationnelles, dans des dynamiques harcelés-harceleurs, ou dans des dynamiques relationnelles, tout est toujours la faute de l'autre, mais en fait c'est jamais reconnaître leur implication ou leur responsabilité est quelque chose de difficile. Et évidemment, ils n'ont pas confiance en eux, en fait, parce qu'il n'y a que ce qui va dans leur sens et dans leur certitude qui les valorise, et donc dès qu'ils sont confrontés à quelque chose qui ne va pas dans leur sens, alors c'est très compliqué. Et donc, ça, c'est vraiment des signes cliniques qui viennent nous dire que ce sont des enfants qui ne sont pas rentrés encore dans l'altérité. Avec le grand risque, c'est qu'aujourd'hui, ces enfants sont étiquetés hypersensibles, HP, etc. Moi, je dis toujours, attention à toutes les étiquettes identificatoires, d'accord ? Remettons tout ça en perspective développementale. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette période de développement ? En fait, l'enfant, il doit pouvoir sentir qu'il y a des bords, des butées permanentes. De nouveau, métaphore des 3 petits cochons, avec une éducation qui marque la différence entre les places et les émotions. Ça ne veut pas dire utiliser votre martinet et les laisser dans leur chambre ou à la cave pendant 12 heures. Ça veut dire en fait qu'un oui est un oui, un non est un non. Je voulais vous dire quelque chose qui risque de vous choquer peut-être. Mais si les enfants font l'expérience qu'un non ne tient pas, en fait, quand vous lui dites « je t'aime », il fera aussi l'expérience qu'un « je t'aime », ça ne tient pas. Voilà. Et donc, des signifiants clairs sont capitaux. Et donc l'idée, c'est effectivement, je vous parlais des oscillations noir-blanc, pour que les oscillations diminuent et que l'enfant apprenne à réguler effectivement sa pulsionalité, il faut une résistance non violente. Et cette résistance, c'est quoi ? Eh bien, c'est une clarté des représentations. Oui et oui, non et non, je t'aime est un je t'aime, je m'engage à ça, je le tiens. Voilà, là c'est non, ça reste non, en fait. Et que ça soit des repères qui soient permanents dans le temps, pour que petit à petit, l'enfant puisse s'appuyer en sécurité sur ce qu'il apprend et ainsi se sentir en sécurité. Et les facteurs qui bloquent la traversée et qui maintiennent évidemment dans ces oscillations noir-blanc, c'est l'hyper-adaptation aux crises. Alors ça, moi je rencontre toute la journée des parents qui me disent « mais moi j'ai tellement peur qu'il explose qu'au final, en fait, on va peut-être pas trop mettre la contrainte là, on va pas trop lui demander d'aller se brosser les dents, on va pas trop lui demander ça, on va pas trop faire... » Et alors, en fait, l'enfant, qu'est-ce qu'il va continuer à chercher des bords ? L'enfant, à un moment donné, il cherche des points fixes. Et l'éducation exclusivement positive, avec la tyrannie de la bienveillance, qui fait qu'à un moment donné, tout parent qui veut ne pas devoir vivre peut-être une réaction négative
de son enfant à son égard parce que le parent l'aurait frustré, je t'enlève la plaquette de chocolat mais je te donne qu'un carré, en fait, va continuer à s'hyper adapter à l'enfant. Il nous rentre évidemment dans des choses difficiles. Donc, ce qui est important, ce que je vous demande de retenir en tout cas, et qui me paraît vraiment clair, alors vous allez dire, ceux qui m'ont déjà entendu parler à droite et à gauche vont dire, mais celle-là, elle a des actions dans une boîte de piscine. Non, pas du tout. En fait, je ne suis pas une pro de la natation et je n'ai pas d'action chez les piscinistes. Mais quand vous apprenez à nager, est-ce que vous avez envie d'être largué dans l'océan par un hélicoptère, ou est-ce que vous avez envie d'apprendre à nager dans une piscine qui a des bords et qui a un fond qu'on peut toucher ? C'est quoi la réponse ? Piscine, évidemment. En fait, votre job de parent, c'est de tenir les bords de piscine, en fait. Mais attention, tenir les bords de piscine, ça veut dire effectivement oui est un oui, un non est un non, mais ça veut dire aussi que vous ne devez pas sauter dans l'eau à chaque fois que votre enfant s'expérimente à la nage. Ça veut dire qu'en fait, c'est important de rester au bord et de le soutenir en confiance, en valorisant sa trajectoire de nage, tout en sachant que chaque enfant va nager différemment. Ça, c'est la singularité. De vous émerveiller aussi de ce que votre enfant va vous montrer. En fait, vous allez observer, vous allez découvrir, laissez-vous surprendre parce que vous allez découvrir de votre enfant et qui ne va pas forcément dans le sens de ce que vous auriez imaginé. Ça, c'est l'altérité, en fait. Et donc, c'est le laisser nager dans la piscine. Évidemment, grosse mise en danger, on saute, et laissez-le nager, valorisez-le en étant au bord, mais tout en lui permettant de faire l'expérience d'arriver au bord. Et là, il va tisser de la confiance en lui. Parce que s'il n'y a pas de bord structurant, c'est l'angoisse, en fait. Ça, je vais passer, effectivement, parce que, voilà, on en a déjà parlé. Alors après, quand on a pu permettre ça et qu'on sort de la toute-puissance infantile, effectivement, l'enfant a intégré certains codes pour vivre en société et traverse ce qu'on appelle la phase de latence. La phase de latence, c'est quoi ? C'est qu'il met en veilleuse sa pulsionalité pour se concentrer aux apprentissages. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, comme on a notre société d'hyperconsommation qui permet de moins en moins que les enfants sortent de ces oscillations, notre phase de latence, elle n'arrive pas, voire beaucoup plus tard, et donc on se retrouve avec une deuxième session de ce qui se passait quand on était petit, c'est-à-dire l'adolescence, sur un psychisme immature, souvent. Or, l'adolescence, c'est quoi ? On va rejouer ce qui s'est passé pour le petit, c'est attachement-détachement, mais d'une autre manière, appartenance-différenciation, et présence et absence du parent. Donc, c'est les mêmes enjeux qui se rejouent de ce qu'on avait avec les plus petits. L'identité reste une co-construction entre ce qu'on prend du bagage familial d'origine et puis les valeurs extérieures qu'on va aller rencontrer et auxquelles on va se confronter. Sauf qu'effectivement, quand le psychisme est dans une certaine immaturité et qu'on n'a pas traversé adéquatement les étapes préalables, le risque, c'est qu'effectivement, il y a une décompensation psychique à l'adolescence, avec le corps qui se transforme, avec la confrontation aux exigences de la réalité. Parce que si, en fait, on n'a pas buté sur des points fixes préalablement, on les rencontre à l'adolescence, et donc on se retrouve avec je m'enferme dans ma chambre, je fume, je suis derrière les réseaux sociaux, et puis où je me mets dans un retrait complet, dans une phobie, etc. Et donc ça c'est effectivement, je disais, l'adolescence c'est la même chose, c'est aussi cette question de la piscine, sauf que les bords maintenant se mettent plus loin. Mais donc il faut, notre job d'adulte, c'est de tenir des balises symboliques, effectivement, pour permettre à l'ado de trouver sa technique de nage. Dans notre société, c'est vraiment compliqué, d'autant plus avec l'ère des réseaux sociaux, effectivement, où tenir les balises, c'est pas simple. Et donc, je reviens avec cette image-là, mais donc, tenons ces bords structurants pour permettre à nos ados d'avoir de quoi s'opposer, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans l'océan sans rien à quoi s'opposer, en fait. Il vaut mieux s'opposer à quelque chose que d'être dans le vide et de s'opposer à rien. Et quand on a été pris comme parents par la tyrannie de la bienveillance, en fait, l'ado se retrouve avec rien à quoi s'opposer. Et enfin, pour terminer, je vous présente quelques ouvrages ici que je trouverais vraiment chouettes. La nouvelle autorité de Haïm Omer, qui a écrit également sur la résistance non violente, comment tenir une position résistante en étant bienveillant, si je puis dire.
Il y a l'Institut belge également pour la résistance non violente, voilà, qui a été créé il y a peu de temps sur ces méthodes éducatives et donc qui aujourd'hui reçoivent beaucoup de parents. Il y a la SBL Parents Conscients aussi qui travaille sur ces modèles, et des outils comme je vous ai parlé, INEMO, ou des outils comme le CPIM qui travaillent vraiment en utilisant ces concepts éducatifs et qui aident beaucoup dans les écoles et pour les parents qui sont en difficulté. Et je terminerai là-dessus avec cette image de Geluc. Je trouve ça génial. Le gros chat qui dit « tu peux faire tout ce que tu veux à l'enfant, hein, la piscine, si toutefois ça reste dans le cadre de ce que je veux bien que tu fasses. » Voilà. Ça, je me suis dit, c'est génial, j'aime bien terminer sur une petite pointe d'humour. Ce qui est important de savoir, c'est que quand un petit est dans cette période, comme on appelle un peu voilà, pré-oedipienne, et l'enfant va chercher à ce que la figure d'attachement reprenne son expérience de frustration. Et donc on ne doit pas entretenir l'enfant dans l'illusion qu'on va pouvoir lui retirer cette expérience de frustration. En fait, il va devoir faire avec. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'on détourne complètement, je ne soutiendrai pas, j'irai plutôt à dire, ben, voilà, c'est une réalité, à la fois, de nouveau, après ça, on passe à autre chose. Donc effectivement, l'enfant n'est pas content, et puis on passe à autre chose. Je dis souvent, j'utilise souvent une métaphore avec des enfants qui ont des gros troubles du comportement quand je les reçois en consultation. Alors, je n'ai pas expliqué aussi, évidemment, on a des troubles du comportement qui relèvent de pathologies psychiatriques tout autres, hein, autisme, psychose, troubles génétiques. Donc, ce dont on a parlé aujourd'hui, évidemment, ne touche pas le registre d'autres pathologies psychiatriques. Mais je lui dis toujours, tiens, écoute, t'as déjà eu envie de très très fort faire pipi? Bah oui, je dis, tu sens quoi dans ton ventre? Ça tire un peu quand on doit très fort faire pipi. Et je dis, est-ce que tu peux, quand tu es en classe, sortir ton zizi devant tout le monde et faire pipi comme ça partout? L'enfant me dit, bah non, comme ça. Je dis, tu vas où alors pour faire pipi? Bah aux toilettes. Et je dis, quand tu vas aux toilettes, tu peux faire pipi partout? Non. Bah, je dis, tu fais où alors? Dans le pot, comme ça. Ah bah, je dis, écoute, pour les émotions et la colère, c'est la même chose, en fait. À un moment donné, comme le pipi, quand c'est là, tu le sens, ça fait mal, voilà. Par contre, ça ne peut pas sortir de n'importe quelle manière. Et on va travailler ensemble pour que ça puisse sortir d'une manière appropriée. Et en fait, je me dis, alors c'est tout simple hein, comme exemple, mais en fait, parfois, alors les enfants, ils m'entendent comme ça, alors ils sont un peu gênés, un peu comme je t'ai vu sourire avec ils sont un peu gênés quand je parle de ça, mais je dis, mais c'est la réalité, je dis, on apprend à ce que ça se fasse au bon endroit. Bah, la colère, c'est pareil, elle est là, on ne va pas empêcher que ça monte, mais ça sortira au bon endroit. J'aime bien un mot qui n'est pas dans notre théorie analytique, mais que moi j'utilise, c'est le concept de sur-nous. Pas le sur-moi, le sur-nous. C'est celui-là qui vous oblige, et qui nous oblige à continuer à marcher dans cette mésalliance, mésaventure, c'est ça. Et c'est aujourd'hui là qu'il est important, ce sur-nous. Il nous détermine à devoir penser, vous allez être mal considéré si vous pensez un peu autrement, vous allez devoir vous assumer que tous les autres estiment que vous n'êtes pas à la bonne place, que sais-je encore, tout ce qu'on peut imaginer. Mais aujourd'hui, c'est très puissant. Ça a toujours été. Mais aujourd'hui, elle va à l'encontre de la prise en compte de la réalité. Elle va à l'encontre de tenir compte du réel auquel, de toute façon, on doit faire. C'est mis là-dedans. Mais ce refus de réalité, là où vous, sans doute, comme parents, vous estimez que il n'a pas à avoir lieu, c'est quand même cette réalité-là qui va faire, qui va prendre son poids. Mais aujourd'hui, elle va être considérée comme un refus d'acceptation de l'ouverture, d'acceptation de le fait de se rationaliser, d'arriver à tout régler. Enfin, bon. C'est là que ça se met en place, je crois. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Vous n'avez pas l'air satisfait. Est-ce que moi je pensais à quelque chose, Jean-Pierre, quand tu dis ça, c'est toi tu dis souvent qu'on est déjà à la 3e génération en fait
d'une forme de déconstruction quelque part dans cette question des repères symboliques ou dans l'intégration de la limite. Et donc on pourrait faire l'hypothèse effectivement que beaucoup de parents d'aujourd'hui sont déjà eux-mêmes en difficulté avec l'intégration de la limite. Et donc il y a une forme d'identification projective, une forme de jouissance aussi de s'identifier quelque part à l'enfant parce qu'il y a quelque chose eux-mêmes de l'enfance qui n'a pas été dépassée non plus, c'est-à-dire de renoncer. Et donc on reste dans quelque chose où en fait il y a cette espèce de certitude que d'être dans quelque chose où on est que dans voilà, l'amour temps plein, enfin j'exagère, hein, je caricature, mais est bon. Et donc il y a probablement aussi une réelle forme de certitude que chez certains parents aujourd'hui, parce qu'on est à la 3e génération actuellement où l'intégration de la limite est de moins en moins présente, qu'effectivement c'est une réelle oppression que de devoir faire avec une limite. Et qu'en fait, probablement que le discours que nous tenons aujourd'hui avec la nécessité de limites structurantes, pour certains, ben en fait, ils vont vous dire, mais non, ça c'est encore des vieux reliquats de patriarcat, etc. Moi, je l'interprète comme la toute jouissance à tout prix, mais certains vont vous dire que c'est le juste modèle éducatif, en fait. Donc je pense que c'est vraiment dans la conception idéologique qu'il y a quelque chose là qui a tout à fait changé. Vous mettez bien le doigt sur une difficulté qui est actuelle, c'est que avant il y avait un groupe de parents, il y avait une sorte d'unité quand même dans ce qui était exigé, comme vos parents à vous, ouais. Et aujourd'hui, c'est vous qui vous demandez quoi? Mais tout le monde ici se demande quoi, comment on fait? Moi aussi. Oui mais attendez, du coup c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, et même si c'est moi qui dis que je dois faire, ben, pourquoi c'est pas vous qui dites et qui avez raison, enfin, on est demi, chacun doit du coup assumer ce que finalement le collectif avant faisait une fois pour tout le monde, et avec lequel on se débrouillait plus ou moins évidemment. Et aujourd'hui chacun doit faire le travail, et c'est vrai, c'est ça qui nous attend, c'est pour ça que c'est difficile d'être parent, parce que chacun doit inventer, peut-être qu'avec votre fils il faut lui dire non à ne pas rentrer à l'heure, avec l'autre il faudra dire tu peux faire ça, parce que c'est chaque fois à rejouer, et ça devient difficile du coup, parce qu'il n'y a plus d'appui. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour dire que ce que vous faites avec lui, ce que vous dites non, ce que vous dites oui, est bien. Comment est-ce que vous allez faire? Mais il n'y a pas cette règle, il n'y a plus cette unité-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous met en difficulté, comme la génération du dessus est en difficulté aujourd'hui. Donc on n'assume pas la réponse, hein, pour vous. Non, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On n'a pas... Parce que tout ce que a repris encore Beryl, là, du côté de l'exigence, du côté de la nécessité de transmettre, enfin, une série de choses, oui, mais ça véhicule aussi, ça peut véhiculer aussi un excès, ça peut aussi véhiculer des abus, ça peut aussi véhiculer des tas de choses, c'est vrai, mais donc, chacun est comme... C'est comme si, hier, on avait la condition humaine qui nous était transmise par la voix du dessus, et la génération du dessus. Aujourd'hui, c'est comme si on vous disait, la condition humaine, tu la connais, débrouille-toi. Ça va de pair avec le fait de choisir son destin de femme. Hein. Elle n'est pas obligée d'être mère. Alors que dans le modèle d'hier, il y avait une certaine obligation. D'ailleurs, les parents, comme moi je l'ai été, dès qu'on avait un lien amoureux qui tenait un peu la route et avec qui on avait envie de vivre avec l'autre, on pensait à les enfants. Ça allait de soi. C'était même pas une question. C'est évident. Bon. Alors qu'après, il y a eu évidemment ceux qui n'y arrivaient pas, et pour cela on a trouvé la procréation médicale assistée. Et cette procréation médicale assistée, qui hier servait à, non pas soigner, mais en tout cas permettre de ne pas être tributaire d'une infertilité comme ça constitutive, aujourd'hui, ça devient le système que certains veulent utiliser pour devenir parents. Ça s'est généralisé, c'est tout à fait tombé. Oui, donc, on a un problème de natalité évident aujourd'hui en plus.
Donc oui, vous avez raison, que ce sont des conséquences, et on ne peut pas leur en vouloir aux gens de décider, certains de décider. Il y a aussi des parents qui veulent plus de parents, enfin pas des parents, des jeunes qui veulent plus de parents, parce que ça vous empêche d'aller au cinéma. Enfin, j'exagère, hein. Ben, oui, mais non, attendez, je pousse le bouchon un peu loin. Mais c'est vrai, il y en a qui le disent carrément. Moi, je n'ai pas envie de me mettre sur le dos. Donc, c'est vrai que si vous décidez d'être parent, ça vous met sur le dos plein d'ennuis. C'est vrai. Donc, évidemment, ne pas en avoir, ça pose d'autres problèmes. Ça, on le dira après, on le saura après. Mais c'est aussi quelque chose. Oui. Vous voyez un peu à quel point on est ébranlé dans notre façon. La maternité, enfin, c'est un truc qui était spontané aujourd'hui. Tout ça s'est remis en question. Donc on va aller loin, certainement, dans la remise en cause, à certains moments légitimes et justifiés, et à d'autres moments excessives et abusives. Oui, et puis quand vous parliez précédemment de cette question en faisant le lien entre voilà, le côté plus autoritaire de votre papa qui, avec un regard, voilà, vous disait, vous faisait comprendre qu'il fallait être là, et puis aujourd'hui, la nécessité d'être plus en lien avec les émotions. En fait, c'est les deux qui sont importants. Je pense que le problème, c'est si on oppose l'un avec l'autre, il faut des moments où, à un moment donné, on doit pouvoir être compris d'un regard en disant, écoute, là, tu as dépassé les bornes. Et de l'autre côté aussi, pouvoir accueillir ce qui se passe. Mais l'idée, c'est de ne pas être soit d'un côté, soit tout le temps de l'autre, et d'être dans la confusion des discours, en fait. Votre enfant, par exemple, serait en train de faire une grosse bêtise ou de traverser, de se mettre en danger, de traverser alors que en fait vous aviez dit non, tu restes là, et il se met en danger. Ben écoutez, c'est très bien de lui faire comprendre par un regard et sans trop mon petit chou, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Tu as eu peur de la... Non, attendez, on regarde et puis on sécurise. Ça vient aussi sécuriser. C'est l'un et l'autre en fait. Et donc l'avancée peut-être positive du champ psy, c'est effectivement qu'on a laissé de la place à pouvoir exprimer ce qui se passe et à pouvoir justement en rendre compte pour soi-même. Le problème, c'est que tout aujourd'hui devient psychologisé et que tout il faudrait être un super pro des émotions. À un moment donné, stop quoi. Enfin, vivons, faites avec votre bon sens, et c'est ça qui est important. Et je crois qu'aussi, vous parliez de la question de la fratrie. Oui, il y avait quelque chose qui coulait de source précédemment. Il y avait l'aîné, il y avait le dernier, etc. Je pense qu'aujourd'hui, quelque chose qu'on doit beaucoup plus faire, en tout cas du côté des thérapies systémiques, donc les thérapeutes familiaux, c'est aussi travailler avec les parents sur la légitimité de la place que les enfants ont à pouvoir occuper cette place-là. Aujourd'hui, on doit beaucoup plus dans les familles inviter à préciser et dire « Ok, aujourd'hui, ta grande sœur vous gardera, ou c'est à elle que je délègue la mission de faire le repas et donc tu dois lui obéir », parce qu'effectivement, sinon... il y a ce sentiment de oui mais enfin bon elle m'a dit que mais c'était pas là où précédemment c'était quelque chose qui était intégré. Maintenant on demande de pouvoir le dire, mais de le dire aussi pour pouvoir justement permettre que un frère ou une sœur ne prenne pas une position par exemple pas juste. La grande sœur qui viendrait constamment rabrouer le bec du petit frère ou de la petite sœur, bah, parfois il faut lui dire écoute c'est moi le parent, c'est pas toi qui... Donc on doit probablement beaucoup plus rappeler la différence des places, tout en, quand on délègue sa fonction d'autorité, parce que ça peut arriver, vous n'êtes pas là, vous voulez que le grand frère ou la grande sœur babysitte, il faut clarifier auprès de la fratrie le fait qu'on délègue ce rôle-là, en fait. Ça rejoint bien la légitimité, la dissymétrie, comme ça. Oui, oui. Tout à fait. Une dissymétrie, c'est pas une inégalité. Et heureusement qu'on a des lacunes, tout le monde. Hein. C'est un des points fixes de la condition humaine, c'est qu'on est tous lacunaires dans plein de choses, et que les enfants ont besoin d'être confrontés à nos manques, à nos manquements, à nos lacunes pour pouvoir grandir. Et donc c'est une utopie aussi d'être le parent parfait qui assure l'environnement parfait. En fait, heureusement qu'il y a des boulettes. Hein. Winnicott disait bien que la mère doit être suffisamment bonne. Ça c'est important à retenir. Oui, et que
dans l'ambiance, dans la société, dans le discours ambiant, ben une des difficultés, c'est qu'effectivement, les enfants vont moins légitimer aussi la question de la place peut-être, du respect, de la place de l'adulte. Ce que vous décrivez, en tout cas, c'est vraiment des choses que moi j'entends énormément dans mes consultations. C'est des choses qui peuvent effectivement se travailler aussi. Mais comment faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait certaines choses qui soient des points fixes à la maison, parce que ça fait partie de vos valeurs, de choses que vous inculquez à vos enfants, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on crie, en fait, on se sent souvent aussi dans l'échec quelque part. Quand on crie, on a l'impression de se dire, bah zut, je suis pas assez entendu. Or, l'idée, c'est d'arriver à pouvoir se faire entendre, mais par fermeté, sans devoir en arriver au cri. Pour sauver la démocratie, ça se fait au niveau de la famille. Parce qu'il faut que, c'est là que l'enfant prend la responsabilité de ce qu'il en est vis-à-vis du collectif, du lien du social, etc. Donc, si on veut arriver à cela, continuez, s'il vous plaît, à rester parent. Mais ça ne veut pas dire que vous allez tout réussir, ça ne veut pas dire que la chose va être facile pour autant, mais continuez à assumer cette position de parent. Ça, je crois que c'est vraiment déterminant, et c'est malheureusement ce qui, dans le discours ambiant, est plutôt remis en cause, puisqu'on vous convainc de ce que vous êtes des dominants, si vous êtes parents. C'est ça qu'on est en train de vivre ici, pour le moment. Vous êtes dans la domination. En même temps, la loi nous dit... Comment ? En même temps, la loi nous dit que si l'enfant fait pas de travers, c'est les parents qui payent. Ah À un moment donné, il faut être cohérent. Oui. Mais justement, après la domination, c'est quelque chose qu'on n'évincera pas chez les humains. C'est pas possible. Ça existera toujours. Donc la question est comment elle se met en place, ça oui. Comment peut-on y remédier? Comment peut-on la limiter? Comment peut-on la tamponner? Enfin, c'est une série de questions-là qui, justement, s'apprennent dans la famille, en fait. Et c'est pour ça que si on fait démissionner les parents, c'est arrivé, hein, dans le nazisme, on a fait démissionner les parents. Hein. C'était voulu comme ça. C'était vraiment, il n'y avait plus de légitimité à intervenir. Donc c'est un problème grave de faire ça. Ça s'est fait aussi en Chine, au moment de la révolution de Mao, mais c'est souvent des positions après terrifiantes. Comme le dit quelqu'un récemment, comme le disait quelqu'un récemment, les guerres de religion, ça aboutit à beaucoup de morts. Hein. Mais les guerres que nous avons connues, les périodes staliniennes, maoïstes, etc., c'est par millions de morts que ça s'est retrouvé. Donc nous devons absolument tenir, je crois, vous devez, enfin tout le monde, je suis aussi parent, nous devons tenir cette position de parent. Elle est vraiment importante pour être contesté, pour pouvoir se structurer, pour pouvoir... le pire, c'est effectivement le flou. Le flou là-dessus, et c'est à ce flou qu'on est collectivement invité aujourd'hui, ce qui est quand même un sommet. Mais c'est comme ça. On est actuellement là, au nom d'une idéologie, au nom de certains qui croient peut-être qu'ils ont trouvé enfin le fin du monde, mais c'est problématique. Donc tenez votre responsabilité de parent, comme vous le pouvez.